Bonjour YouTube. Dans la vidéo qui va suivre, qui est la partie 2 de la première vidéo, donc la première chose à faire, c'est d'aller voir la première partie, hein, c'est très important d'aller voir la première partie. Là, dans cette partie 2, je suis en train de faire le montage de la partie 2, et j'ai décidé de commencer par cet article qui a été publié apparemment par TSA Algérie. French Arabics, c'est franco-maghrébin devenu indésirable au Maroc, par Ali Idir, donc publié le 10 septembre 2024. Donc vous allez voir l'article, mais ce que je vais vous proposer de voir, c'est cette petite vidéo qu'on peut trouver sur X, sur le compte de Moa Souci. Donc je vais le laisser parler, et comme ça, vous allez voir, en 1 minute 53, il va tout expliquer le problème. Dans la lignée des précédentes publications, ne swipe pas, je vais te montrer un truc, t'es pas prêt. Tu vois ça? Ce que tu vois là, c'est Prestigia. Prestigia, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine de luxe au sud de Marrakech. Ce sont des appartements, des villas à 200, 300 000 euros, 400 000 euros. Des gens mettent leurs économies pour acheter dans ce domaine prestigieux qui est un domaine protégé avec de la sécurité, etc. Et voilà ce qu'il est devenu. Voilà ce qu'il est devenu, ces gens-là, les gars. Sachez qu'ils ont maintenant un nom. On les appelle sur les réseaux les French Arabics. Très bien arrivé au Maroc, le gars, avec mon pote Poussi. C'est incroyable. Non, mais il est fou de passer comme ça. J'ai dans mes commentaires plein de Français qui disent non, vous dites que c'est des Français, non, vous dites que c'est des gens de chez vous, ce sont des Maghrébins. Non, 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 les gars, ce ne sont pas des Maghrébins, ce ne sont pas des gens de chez nous, même s'ils ont des origines nord-africaines ou africaines. Il n'y a aucun Belge d'origine nord-africaine, marocaine, algérienne. Il n'y a aucun Néerlandais, il n'y a aucun Espagnol d'origine nord-africaine ou africaine. Ce sont toujours des gens de France. Ce sont toujours des gens des banlieues françaises, que vous le vouliez ou non. Ces gens-là sont le produit de votre éducation. Ce sont le produit de vos politiques de la ville. Ce sont le produit du laxisme de votre justice. Voilà qui sont ces gens-là. Ces gens-là, ils n'existent pas en Belgique. En tout cas, quand ils viennent au Maroc, ils ne sont pas comme ça. Donc, à mes amis de France, cessez de nier la réalité. Ces gens-là viennent de France. Ces gens-là représentent la France. Ces gens-là sont nés français, parlent français, pensent français, vivent en France, ont étudié en France, ont grandi en France, etc., etc. Ils ne vont au Maroc que 15 jours, 3 semaines dans l'année. Donc, ne niez pas la réalité. Il y a un problème avec ces gens-là. À la base, ce problème était en France. Aujourd'hui, il dépasse les frontières. S'il n'est pas réglé en France, on va au Maroc. Soyez sûr que ça règle. Voilà les amis, donc pour les gens qui pensaient que c'est faire le jeu de l'extrême droite, etc., dans ce cas-là, l'extrême droite, elle est sur tous les pays de la planète. Donc là, c'était en Algérie, donc cette personne qui a publié sur X, c'est un Marocain, hein, clairement. Ça a été publié dans un journal algérien, et là, vous voyez, ici, il y a des claques qui se perdent. Qui c'est qui dit ça? C'est Zineb Ibouzavir. Et ça, cette fois, c'est .ma, c'est donc un blog ou un journal marocain, d'accord? Donc c'est au Maroc, chronique, cet été, le Maroc est devenu le nouveau terrain de jeu des French Arabics, ces touristes français pour qui les vacances sous le soleil flirtent avec la mort et la défiance de l'autorité. Fiers de leurs exploits qu'ils documentent pour mieux briller, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils partagent les vidéos de leur rodéo urbain. Voilà. Mais ce n'est pas tout, les gens. J'ai retrouvé la fameuse vidéo dont je vous parlais dans la première partie. On va la regarder ensemble. 26 24, 6 heures du matin, prends note. Alors attendez, parce que là je suis en x2, donc c'est peut-être un petit peu rapide, on va la mettre en 1,5, ça devrait suffire. De nuit la dune, le rappeur marseillais SCH vient de donner un concert quand des rafales de Kalachnikov éclatent sur le parc. Alors déjà, pour les gens qui savent pas, moi je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je me rappellerai toute ma vie. C'était, alors l'année exacte, je pourrais pas vous dire, je crois que c'était soit en 2007, soit en 2008. Je travaillais comme agent de sécurité et à l'époque j'habitais au cours Belzunce, pour ceux qui sont déjà venus à Marseille. Juste à côté de mon appartement, l'immeuble était mitoyen avec la grande bibliothèque de l'Alcazar. Plein milieu du cours Belzunce, en plein centre-ville de Marseille. Il était exactement 1h17 du matin, je m'en souviendrai toute ma vie, puisque j'ai entendu les coups de feu et j'ai noté l'heure mécaniquement. J'étais en train de réviser pour mes examens, et j'ai entendu des coups de feu, j'ai noté l'heure, et ensuite j'ai entendu plein de gens s'affoler, etc. Donc je suis allé à la fenêtre, et j'ai vu qu'il y avait eu donc des coups de feu qui avaient été tirés, règlement de compte, quelqu'un qui est parti en courant dans une direction, plein d'autres gens qui se sont dit qu'il fallait le poursuivre, et les flics qui sont arrivés très tardivement, et qui sont partis dans la direction opposée, les mecs qui ont rien compris. C'était vraiment comme dans le film Taxi, les flics qui servent à rien, bah, c'était exactement pareil. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce qui est arrivé à SCH, le fait qu'il se fasse canarder, c'est clairement pas une nouveauté. Je me rappelle que la première fois que j'avais fait remplaçant dans un lycée à Marseille, au lycée Nord, un matin, un jour, on arrive au lycée et il y avait une voiture qui était cramée. Pareil, règlement de compte. Donc c'est quelque chose qui existe et c'est pas quelque chose qui est propre aux Maghrébins parce que dans les années 70, il y a même des films américains qui ont été faits là-dessus. Il y avait la French Connection, c'était les Corses, qui faisaient le trafic de drogue qui venait directement de la Colombie. Donc malheureusement, à Marseille, ça fait longtemps qu'il y a du trafic. Et revenons à la vidéo. Le véhicule noir vise une autre voiture occupée par 2 passagers. L'un d'eux est touché à l'épaule, l'autre en plein thorax. Les 4 assaillants quittent la scène avant d'être aperçus. Le premier homme est entre la vie et la mort, l'autre est tué sur le coup. Ces méthodes ressemblent à un règlement de compte lié au trafic de drogue, comme il en existe de plus en plus à Marseille. Mais dans cette affaire,
clair, les victimes ne sont pas des dealers, mais des membres de l'équipe du rappeur. Ce lundi 2 décembre, l'enquête policière vient de permettre l'arrestation de 21 personnes soupçonnées d'être liées à ce crime. Et tous ont un point commun, ils sont des membres présumés de la DZ Mafia. Cette organisation criminelle s'appelle DZ en référence au mot arabe Jazaïr, veut dire Algérie. Elle est spécialisée dans le... Voilà, donc là, c'est exactement ce que je disais dans la partie 1, c'est la DZ Mafia et tous les gens qui se revendiquent. trafic de stupéfiants et a récemment pris le pouvoir à Marseille, où elle génère plusieurs centaines de millions d'euros par an. Depuis près de 2 ans, elle fait régner la peur et la violence sur la cité phocéenne et menace plusieurs autres villes de France. Mais qui dirige cette mafia autoproclamée? Qui sont ces soldats et que voulait-il au rappeur SCH pour vous raconter? Et si je vous disais que tout commence dans une boîte de nuit en Thaïlande? À l'époque, deux trafiquants se partagent le réseau particulièrement lucratif de la paternelle à Marseille. D'un côté, les frères... Vous avez bien entendu, tout a démarré en Thaïlande et on va voir. Laribi, fondateur du petit clan des Z-Mafia, et de l'autre, Félix Bingui, qui dirige le clan Yoda. Jusque-là, ils étaient parvenus à se tolérer pour gérer la zone où un point de vente peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. Mais l'arrestation des deux frères va bousculer cet équilibre. Tic et Tac, comme on les appelle, sont condamnés respectivement à 10 et 25 ans de réclusion criminelle pour un triple meurtre attribué au trafic de drogue. Pour Félix, alias le chat, c'est l'occasion rêvée pour asseoir sa domination sur la zone. Il étend ses activités et gagne du terrain. À sa sortie de prison, Mehdi Laribi, surnommé le est furieux d'avoir été doublé, compte bien reprendre sa place. C'est à ce moment que les deux tombent nez à nez dans une boîte de 9000 km de là. Évidemment, le pont monte rapidement et on raconte que l'un des deux caïds finit par envoyer des glaçons au visage de l'autre, traînant une violente bagarre. C'est ce geste anodin qui lance la guerre des gangs à Marseille. Dès février... Donc, ils se sont rencontrés à Phuket. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous faire leurs vacances à Phuket. Et ils vont tous faire la même chose qu'ils font à Marseille ou à Paris ou en banlieue, bref. À Phuket, d'ailleurs, je vais vous montrer après un autre reportage où ils montrent que, eh bien, il y a des gens qui ont investi justement pour reproduire exactement le même genre d'activité qu'il y a en France, à Phuket. Il y a tout un quartier qui leur est dédié. Donc, on voit que cette problématique, c'est que ces gens-là, non seulement ils font le bordel en France, mais en plus ils font le bordel à l'étranger. Vous vous rendez compte? 80 000 euros par jour. Comment est-ce que c'est possible que le gouvernement ne traite pas ça de façon radicale? 80 000 euros par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non seulement il y a cette activité criminelle, mais en plus, il y a que ça plombe toute la motivation de tout un quartier. Comment voulez-vous être motivé pour travailler sérieusement, être honnête, avoir une vie juste, quand vous voyez des gens qui se font 80 000 euros par jour? Je veux dire, j'ai du mal à concevoir. Et il y en a, ils gagnent 80 000 euros par an, et les autres, ils le font par jour. C'est 365 fois plus. C'est stratosphérique. En 2023, la DZ Mafia commence une véritable vendetta digne des cartels sud-américains et redouble de violence pour récupérer le terrain. La ultra-violence, la torture. On n'est plus dans les caïds qui va tuer à nos caïds. On emploie des jeunes qui vont aller tuer des contrats, mais tout aussi bien terroriser à point de vie, leur rafalant à la Kalachnikov. La vie n'a aucune importance pour eux. Au cours de l'année 2023, on dénombre 49 assassinats liés au trafic de drogue rien qu'à Marseille. On les appelle les narcomicides. Parmi eux, la police estime que le conflit entre DZ et Yoda est responsable de plus des 3 quarts des morts. Pour multiplier leurs attaques, les deux groupes sont lourdement armés. Pistolets, fusils d'assaut, fusils à pompe. Ils n'hésitent pas à montrer leur arsenal sur les réseaux sociaux. Oui, mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce que cet arsenal, il arrive à passer les frontières? Parce que ça se commande pas sur AliExpress ni sur Amazon. Pour cette guerre extrêmement mortelle, la DZ et Yoda font même appel à des tueurs à gages, souvent recrutés via les applications Signal, Telegram ou Snapchat. De 14 à 20 ans. Ouais, alors là, ce qu'il vient de dire, ça laisse sous-entendre que ce serait la faute à Signal, Telegram et Snapchat. Non mais les tueurs à gages, ça existait avant ces applications-là. Hein. Pour milliers d'armes qui sont recrutés comme ça sur les réseaux sociaux par des caïds qui sont à l'étranger ou qui sont cachés ou qui sont en prison et qui bien vont les manipuler à distance. Hein. C'est un peu un phénomène sectaire. On leur donne un point de GPS, une photo, une adresse, une arme, donc ça peut manier et ils vont aller tuer des gens. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait eu une affaire il y a quelques mois où il y avait un jeune de 14 ans qui avait tué un chauffeur Uber par erreur. Ils ne connaissent pas. Évidemment, une des motivations, c'est t'as pas du gain. Ça commence à 2 000 euros, aller à 20 000, 30 000. On a vu, nous, une petite annonce passer, 30 000 pour 5 meurtres. Donc 30 000 pour 5 meurtres, ça veut dire 6 000 euros par meurtre. C'est le cas de Matteo, 18 ans, dont le témoignage est particulièrement glaçant. Le 3 avril 2023, la BRI localise une Peugeot liée à un double homicide dans le quartier de la Joliette, toujours à Marseille. Matteo y est arrêté avec sa compagne et 2 mineurs. Dans la voiture, les policiers découvrent effectivement un pistolet 9 mm, identifié plus tard comme la véritable arme. Le jeune homme est incarcéré et accepte immédiatement de passer aux aveux avec un ton étonnamment calme et froid. Il confie être fasciné par le crime organisé et a toujours rêvé de devenir tueur à gages. Alors après un premier passage en prison en 2022, il propose d'assassiner des hommes sur commande via l'application Snapchat, une somme d'argent. Il raconte aussi que ses employeurs, liés donc à la DZ Mafia, lui demandent de filmer ces assassinats pour rendre les images publiques. Et selon l'impact médiatique des images et leur nombre de vues sur les réseaux, la paye peut alors varier de 20 000 à 50 000 euros. En octobre 2024, un meurtre commandité qui a mal tourné et mené à la mort d'un chauffeur Uber a poussé la DZ Mafia à appuyer une vidéo. Et voilà, c'est ce meurtre-là dont je parlais. Solidariser du tueur à gages alors âgé de seulement 14 ans. Très loin de la mafia au sens où il y a une protection qui est assurée aux membres du gang. En fait, ces jeunes, ces humains, elles n'appartiennent pas à la deuxième mafia. C'est une main-d'œuvre jetable. Oui, donc c'est l'ubérisation de la mafia. Ils vont même les jeter dans la gueule du loup, vont
volontairement s'en débarrasser après qu'ils aient conclu leur mission. Parfois même, ce sont des commanditaires, on l'a vu, dans le TC, qui dénonçaient la police. En mars dernier, la guerre a définitivement basculé du côté de la DZ Mafia, puisque Félix Bingui, alias Le Chat, est arrêté au Maroc. Le DAR a perdu sa tête. La guerre est terminée, mais elle a laissé des traces, avec le déferlement de violence. Donc vous vous rendez compte, on a un deuxième exemple qui montre que le Maroc a une politique qui est beaucoup plus ferme et efficace que la politique française. Donc la France devrait prendre des leçons sur le Maroc et être beaucoup plus ferme pour arrêter, parce qu'au Maroc, ils n'ont pas peur de les arrêter. Dans les quartiers nord, l'affrontement a été très cher, la DZ a besoin d'argent. Elle cherche donc de nouvelles manières d'organiser. Leur trafic de stupes, ça ne leur suffit plus, et donc ils élargissent leur réalité aux raquettes, à l'extorsion. Souvent des commerces, des boîtes de nuit, des établissements de nuit, et donc la DZ aujourd'hui, par exemple, elle vient taper à la porte, c'est nous la DZ, maintenant c'est à nous de donner l'argent, de temps par mois, et si bien, le restaurateur ne veut pas payer, on va lui faire la pression, on va lui voler la devanture, on va les tuer, voire des vigiles, etc. C'est la balance. Et la DZ Mafia ne s'attaquerait pas seulement aux commerçants, mais également aux célébrités. C'est le lien possible avec l'affaire SCH. Le rappeur a déclaré à la police que des individus liés au banditisme marseillais lui demandaient plusieurs mois de leur verser jusqu'à 300 000 €. Et demande que le rappeur aurait décliné à cause de cette opération d'intimidation qui a dérapé. La police pourrait avoir mis la main sur une branche entière de la désormais très puissante DZ Mafia. Et l'organisation est loin d'être démantelée. Pire, elle semble s'étendre dans d'autres villes de France. Fin janvier et fin février, la DZ a tenté à 2 reprises de mettre la main sur un point de deal hier. Même scénario à Toulon, Sète, mais aussi dans le Nord, à Dijon ou Bruxelles. Les groupes criminels dans toute la France vont faire appel à la DZ pour un soutien logistique, pour avoir une main-d'œuvre, pour avoir des tueurs à gages, parce qu'il y avait d'autres criminels dans leur région, et leur prendre des parts. Chaque fois, évidemment, que la DZ intervient, elle devient en gros la propriétaire du point de deal. Aujourd'hui, la DZ Mafia, c'est une franchise. Toujours dirigée depuis l'étranger par le TIC, la DZ Mafia ne semble pas prête de s'arrêter, et malgré les nombreuses arrestations, la menace plane toujours pour une grande partie de la France. Le risque, c'est qu'elle s'infiltre dans les institutions. C'est facile d'acheter des greffiers, des surveillants de prison, des policiers. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a ce qu'on appelle la mocro-mafia. D'ailleurs, il y a des liens avec la DZ Mafia, et on sait que la mocro-mafia, aux Pays-Bas, elle infiltre. C'est ça, le risque, bien, les patients, par l'argent qu'ils ont, bien acheter comme ça des pans de la société. Voilà, donc le dernier exemple qui dit est intéressant, le fait qu'aux Pays-Bas il y a ce problème-là, ça montre que la légalisation de la drogue n'est pas suffisante pour pouvoir enrayer ce problème. Donc là, je pense que dans une situation comme ça, on aurait besoin d'un Naïb Boukele. D'ailleurs, c'est ce que je vais chercher, ce que je crois. Ah ouais, mon Naïb. Je croyais avoir mis un commentaire, mais peut-être mon commentaire a été effacé. Bon, c'est pas la partie la plus importante qu'on retrouve mon commentaire ou pas. On va regarder rapidement. Assister à la scène. Alors, on va remettre. Ce que je vous disais dans la partie 1, c'est un problème de génération, parce que les premiers Maghrébins qui sont arrivés en France, ils posaient pas de problème. C'est les nouvelles générations qui font. D'ailleurs, pour ceux qui croient que la Thaïlande c'est open bar, l'immigration est en train de sévir et de resserrer la vis. Donc, les choses sont en train de changer. Voilà, bon, rendez-vous pour la suite de la vidéo. Il a dit c'est à cause d'abrutis comme ça, donc d'une minorité, que la majorité se fait mettre dans le même panier. Mais quand systématiquement les gens qui font les cons sont issus du même groupe, ben, c'est impossible de ne pas le signaler. Ça devient une caractéristique. Il faut analyser et essayer de comprendre pourquoi et comment faire pour que ça ne soit plus le cas. Mais la négation du réel, ça ne résout pas le problème. Et lui qui dit, je pense que tout le monde fait des généralités, car c'est malheureusement trop souvent avec cette nouvelle génération. Bon, cette phrase est incomplète. Alors qu'on sait très bien que les anciens sont des personnes ultra respectueuses, je trouve ça dommage. Je sais pas à quel moment c'est parti en couille. Ben oui, c'est bien ça le problème. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, les premiers arrivants, ils se comportaient très bien. D'ailleurs, on le voit par exemple, la différence qu'il y a, je prends un exemple parce que ça parle à tout le monde, la différence qu'il y a entre le comportement de Zidane et le comportement de Benzema. Même si le comportement de Zidane, on a tendance à l'oublier parce que c'est lui qui a fait gagner la finale de la Coupe du Monde 98, mais Zidane était déjà nerveux avant 2006, parce que pour les gens qui ont oublié, vous repasserez les images. D'ailleurs, c'est intéressant pour voir que ça n'a rien à voir avec l'ethnie, parce que c'était pendant les matchs de poule de la Coupe du Monde France 98 que je crois que c'était le dernier match de poule France-Arabie Saoudite. Zidane s'était pris un carton rouge parce qu'il s'était essuyé les crampons sur un joueur saoudien. Voilà, qui montre bien que Zidane s'énerve pareil, que ce soit un Italien, un Arabe ou qui que ce soit. Je sais plus, alors j'ai plus l'action en tête, mais par contre j'ai l'image en tête de Zidane qui s'essuie les crampons sur le mec. Bah, je crois que le mec il avait dû le tacler salement et ça l'avait énervé et voilà. Et du coup il s'était pris un carton rouge. Voilà, donc c'est pas alors, ce qui s'est passé en 2006, c'était pas un événement anecdotique, c'était comme ça. Et d'ailleurs vous pouvez même trouver dans les archives à l'époque où Zidane il jouait pour Bordeaux une bagarre entre lui et Desailly, ou plutôt lui qui avait mis une pêche à Marcel Desailly. Bref, voilà ce qui est devenu la France, blablabla. On fait des généralités parce que les stats sont de notre côté, PTDR. Car à 99% des cas, c'est des Algériens. Honnêtement, le problème, c'est juste les hommes. Ouais, non, mais ça, c'est encore plus débile. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu sais qu'il est arabe? On l'a même pas vu. Pour moi, c'est ça le vrai Racine. Alors, voilà, je crois que j'avais répondu à ça et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon commentaire a été effacé. On le voit pas. Bah ouais, c'est dingue ça. Je suis blacklisté, j'ai l'impression. Alors, on va voir si on le retrouve. Mais alors, donc à la personne qui avait dit, voilà, lui qui dit, mais on sait
même pas qu'il est arabe. Ben si, puisque dans la vidéo, à un moment donné, déjà, il a dit voilà, voilà 15 000 fois. Alors évidemment, il faut pas faire l'amalgame musulman et français, mais maghrébin, mais en France, quand même, la majorité, l'écrasante majorité des musulmans sont maghrébins. Alors, si on était dans le monde, je dirais pas, parce que dans le monde, il y a effectivement, il y a les Indonésiens, il y a les Malaisiens, et ainsi de suite. Mais si on est en France, à Paris, il y a de très grandes chances que ce soit un maghrébin, d'accord? Alors vous pourriez me dire, oui, mais ça pourrait être un Malien, un Sénégalais, je sais pas quoi, dans son accent, et même dans la description. Et de toute façon, à un moment donné, dans l'interaction, je vous mettrai le lien de la vidéo, sinon vous pouvez la trouver. Je sais plus comment ça se passe, mais elle dit un nom parce que je crois qu'il lui dit, essaie de deviner mon prénom, je sais pas quoi. Bref, et elle dit Stéphane, il dit, mais non, je m'appelle pas Stéphane. Et après, elle lui dit Mohamed, et c'est là qu'il s'énerve. Voilà. Et c'est ce que j'avais dit dans mon commentaire, et je sais pas pourquoi mon commentaire n'est pas disparu. On va essayer de voir si il y est. Ou alors il a été affiché plus tard, mais ça me paraît bizarre. Ouais, mon commentaire a été effacé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus j'en avais mis 2, je crois bien. Et de toute façon, vous avez vu, si j'ai la notification, c'est que forcément que j'ai laissé un commentaire, hein, parce que YouTube ne vous donne pas de notification si vous n'avez pas laissé de commentaire. Donc ça veut dire que mon commentaire a été supprimé. C'est très problématique, ça. Et je suis pas arabe déjà, donc pourquoi tu dis ça? À moins que, vu que je les défends, ça veut forcément dire que j'en suis un. Ouais, c'est ça, mon commentaire a été supprimé. On va revenir à la vidéo principale. Et on voit que ça s'énerve beaucoup, là, dans les commentaires. Et qu'il y a très peu... Ouais, donc Alcatraz, il est bien algérien. Parce que à la fin, c'est parti, et ça s'est excité en disant que les Algériens sont mal vus qu'en France. Ah, donc ça, c'est un autre sujet. Ah oui, je voulais dire, Zidane s'essuie les crampons. Je sais même plus comment on écrit ça. Crampons, ouais, je crois que c'est comme ça. Sur un joueur saoudien en 1998. Voilà, c'est ça ce que je disais. Donc on va la voir vite fait, cette séquence. Elle est dans l'interception. Elle n'est pas sortie. Thuram. Une louche. Voilà, vous avez vu? Le mec l'a coupé, il s'est essuyé. Eh oui, il lui a marché dessus. Il lui a marché dessus. Et Zidane est expulsé. Voilà un autre coup dur pour l'équipe de France. Une erreur, une faute bête de la part de Zidane. Vous me direz, il n'y a jamais de faute bête, hein. Ouais, c'est un peu rapide, je trouve, parce que dans mon souvenir, le mec avait été un peu plus violent avec lui. Là, bon, oui, c'est vrai qu'il a seulement taclé, mais... Il lui essuie le pied sur le dos. Ah, ça c'est vraiment... Quel coup dur. Ouais, ça c'est pas très malin. Enfin bref, revenons à nos moutons. Pardon 5200. Non, je te jure. Pas de toute la France. Et Québec. Déjà, le mec, elle lui dit qu'elle est streameuse du Québec, et lui, il lui dit, je m'en bats les couilles du Québec. Alors, tu vas lui parler. C'est quand même très problématique. C'est cette attitude de se taper l'incruste, et en plus, de venir dire aux gens qu'ils sont insignifiants. C'est incroyable. Non, c'est... Ah ouais? Voilà, il a dit voilà. Et en plus, il lui dit, ouais, je veux pas qu'on voit ma tête. Casse-toi, alors. Pourquoi tu viens la faire chier? Après, tu lui dis, je veux pas qu'on voit ma tête. Pas déconner, parce que là, elle est quand même dans son coin, peinard. Là, contrairement, justement, aux Chinois qui faisaient, à l'américano chinois qui voulait filmer les autres qui étaient au bistrot, elle s'est mise, justement, au bistrot en mode, il y a personne autour d'elle, elle fait chier personne. Je suis pas un schlag. Je sais même pas pourquoi il s'excite, je suis pas un schlag, alors qu'il vient de lui dire, je m'en bats les couilles du Québec. Il arrête pas de dire voilà. Parce que le transcripteur automatique de Google, il l'a pas repéré, mais c'est pas un voilà, c'est voilà. Il lui dit, pour moi, t'es une PNJ. PNJ, pour les gens qui savent pas, ça veut dire personnage, non jouable. C'est dans les jeux vidéo, c'est les figurants, en fait. Donc, c'est une insulte. Ça veut dire, en gros, tu sers à rien, t'es insignifiant, t'es une figurante. Mais, mec, pourquoi est-ce que tu viens l'emmerder? Non, c'est bon. Non, mais oui. Non, t'inquiète, on va pas ta tête. Regarde. On va pas ta tête. Ouais, mais je peux... Donc c'est là qu'il commence à lui faire un plan en lui disant, j'ai pas besoin d'argent, mais je veux charger mon téléphone, et pour charger mon téléphone, il faut que je consomme, donc il me faut de l'argent. Mais pourquoi t'as dit que t'avais de l'argent si t'as pas besoin d'argent? Il faut payer la consommation que t'as eue. Ouais. Et j'ai pas d'argent pour payer un pot que t'as eu. Juste, en gros, je charge. Ouais, oui, merci. Oui, ça va, merci.
Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo originale. Dans la vidéo originale, c'est plus clair là c'est pas très clair. Mais bon, bref, dans tous les cas, on a vu qu'il venait l'emmerder, en fait, simplement. Merci. Je peux vous parler Et en plus, elle a été sympa parce qu'elle l'a pas filmé. Hein. Physiquement, il avait l'air très correct, Charles. Il se faisait pencher lui-même. Je disais rien. Je disais faucon, Nico. Je disais rien. Et la même semaine, on a la chaîne YouTube Karaté Bushido, et une chaîne YouTube qui souvent a en guest des combattants professionnels extrêmement populaires, extrêmement connus, des héros dans leur domaine. Ils font une petite émission de rue où ils vont demander aux gens s'ils se sentent en insécurité à Paris et s'il leur est déjà arrivé des choses. Et il va se passer ça. La même semaine. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, en insécurité dans Paris? Moi, je vis à Paris. Je sens pas l'insécurité à Paris, mais je pense que je suis une femme autonome. Je vis dans Paris. Après, je me déplace pas le soir tard pas dans le métro. J'ai quand même une vie que j'ai organisée pour me sentir en sécurité. Et tout. Vous avez déjà vu vous agresser? Pas dans la rue. Agressivité, capacité à se battre. On a un homme et une fille. Sauf que quand on est une fille, pardon? Ah non? Non. Je comprends pas, c'est quelqu'un de votre équipe? D'accord, ok. Pourquoi il me regarde là? Je comprends pas trop. Non, je Do you want me to talking? I don't understand what do you want. And we are just... let me finish. Mhm. 1 minute. Okay. Il est pas dans votre équipe? Non, C'est bizarre. On va. Bon, alors, pour les gens qui savent pas, celui qui pourrait passer pour un petit blanc-bec, c'est Charles Strabowski, c'est le plus grand champion de Muay Thai français, et même ça a été le premier champion non thaïlandais en Thaïlande. Je veux dire, c'est une légende de la boxe thaï. Tapez son nom, allez regarder sur YouTube, c'est sérieusement un frappeur. Donc rien que lui tout seul, il aurait pu démonter complètement le gars. Et à côté de lui, c'est Cyril Diabaté, champion de MMA français, qui, bon ben déjà, même si on sait pas qu'il est champion de MMA français, quand on voit sa taille et sa stature, le mec, on sent qu'il était complètement éclaté. Parce que déjà, Charles Strabowski tout seul aurait pu le démonter, mais là, en plus, avec Cyril Diabaté, le mec, en toute confiance, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens, ils sont ils vivent dans un autre monde, dans un autre univers. Mais aussi, on voit qu'il a un gros pétard allumé. Donc, il est potentiellement sous stupéfiant. Pardon? Ah non? Non. Je comprends pas, c'est quelqu'un de votre équipe? D'accord, ok. Pourquoi il me regarde là? Je comprends pas trop. Non, je comprends pas. Do you want me to talking? I don't understand what do you want. And we are just... Let me finish. 1 minute. Okay. Il est pas dans votre équipe? Non, C'est bizarre. On va. Justement, on parlait. On vient de marcher parce que le Voilà. Non, c'est exprès. Voilà, bon, bah voilà. Ouais. Compliqué d'apprendre. J'étais pas agressive. J'étais pas agressive. J'ai pas eu peur. Non, c'est bien, vous avez bien. Voilà, on reste calme et on discute. On est tombé sur un mec, on sait pas trop ce qu'on. Et tout ce que je viens de vous montrer, c'est une infime partie, c'est un petit pourcentage de ce qui se passe au quotidien sur les réseaux, en tout cas, et qui actuellement est en train de remodeler complètement la vie des gens. On a non seulement les personnes qui ont toujours été de droite ou d'extrême droite et qui maintenant n'ont plus aucune difficulté à tenir des propos extrêmement racistes. Il y a quelque chose qui est sous-évalué énormément. Je vois personne de Collier en parler, mais en même temps, ça ne m'étonne pas puisque les gens ont tous peur de parler et de perdre tout ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Et moi, je vais vous le dire, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en train de façonner les résultats des prochaines élections que la France va vivre. Moi, ça fait plusieurs années que je dis publiquement que j'estime que l'immigration en France, c'est quelque chose qu'il fallait ralentir énormément puisqu'on n'a pas les compétences et on n'a pas les fonds de pouvoir faire un flux d'autant de personnes sur notre territoire. Et ça fait plusieurs années que ça me pose énormément de problèmes. C'est simple, en France, t'as pas le droit de dire que t'estimes que l'immigration est quelque chose qui a trop pris d'ampleur, qu'il faut l'arrêter, sans être catégorisé ultra raciste, alors que c'est simplement d'un point de vue mathématique et statistique comme moi je le vois. Et d'après moi, c'est une réflexion basique. La France a trop de pauvres, la France a trop de personnes qui n'ont pas de travail, la France n'a pas assez d'argent pour s'occuper de toutes les personnes qui sont déjà présentes. La France devrait arrêter d'accepter des centaines et des centaines de milliers de personnes sans s'arrêter, alors qu'on n'a déjà pas le temps et le blé de s'occuper de ceux qui sont en galère. Et écoutez bien et focalisez bien vous sur le fait qu'à aucun moment j'ai parlé de français, d'ethnie, de couleur. Je parle d'individus, je parle d'êtres humains sur le territoire français. Si le pays n'a pas les reins pour s'occuper des gens qui sont déjà sur ce territoire, à quel moment il va accepter de nouvelles personnes? C'est juste ça à réfléchir. Le problème, c'est que ça fait des années que si tu te permets de dire ça comme je l'ai fait en live, comme je l'ai fait en vidéo, il t'arrive d'énormes problèmes. Et du coup, le débat, le discours, il est bloqué. Il est interdit, en fait. C'est verrouillé. Le fait que la bien-pensance et la gauche interdisent ce débat depuis tant d'années et catégorisent de racisme toutes les personnes qui estiment que d'un point de vue logique, il faut simplement ralentir, voire arrêter pour l'instant l'immigration en France, ils vont se retrouver avec des personnes qui ruminent sans cesse pendant des années, jusqu'à l'implosion. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est l'implosion. Parce que je vais appeler un chat, il n'y a aucun souci. Ce qui se déroule en ce moment sur les réseaux, du racisme décomplexé à 100%. Il faut l'admettre. Plus la moitié maintenant des gens qui vont parler, qui vont donner leur avis sur ce genre de situation d'incident, je peux vous assurer que souvent à côté, il y a des mots, des images qui dépassent souvent l'acceptable. Et ça, c'est pas à cause de ce qui s'est passé à Dignity il y a pas longtemps. C'est à cause du fait qu'on a interdit, on a complètement cancel l'idée de vouloir ralentir ou d'arrêter un temps l'immigration de masse que subit l'Afrique. Et utiliser tous les sophismes possibles ad hominem pour pouvoir discréditer toutes les personnes qui ont ce genre d'idée en leur expliquant que s'ils pensent ça de toute façon, c'est parce qu'ils sont racistes et il n'y a rien d'autre à dire. Et bien, malheureusement, on fonce tout droit vers un extrémisme. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que personnellement, je sais, la violence, c'est pas écrit dans l'ADN, c'est pas écrit dans les gènes humains, ok? C'est pas parce que t'es blanc ou noir que tu vas dans tes gènes au plus profond de tes cellules, au plus profond de ton cortex cérébral, être un voleur ou un agresseur ou peu importe ce qui se passe. Le souci dans tout ça, les amis, c'est l'éducation. C'est une évidence. Le seul vrai problème dans cette histoire, c'est l'éducation. La seule raison pour laquelle en France, c'est inconcevable de pouvoir laisser quelque chose traîner, ne serait-ce que 20 secondes sans surveillance et sans que ça soit collé à nous, sinon ça se fait voler. Alors qu'au Japon, par exemple, moi, quand j'étais au Japon, j'ai oublié une fois mon téléphone sur un banc à l'extérieur quand je rentrais dans un magasin, mon téléphone est resté 20 minutes
dans la rue. Je suis ressorti. Il était toujours là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a pris la peine de le prendre en se disant qu'il allait peut-être se faire voler, attendre que je ressorte et me le donner. Non, non, c'est que toutes les personnes qui passaient savaient que de toute façon, personne ne le toucherait. Tout ça, c'est à cause de l'éducation. Et pas uniquement l'éducation des parents, l'éducation du pays, en fait. Au Japon, comme en Chine et comme dans plein d'autres pays sur Terre, on t'apprend à aimer ton pays. Dès que t'es jeune, on t'apprend à aimer ton pays à l'école, on t'apprend à aimer ton pays au travail. C'est quelque chose qui est normal au quotidien, de faire en sorte que le pays ne se dégrade pas. C'est pour ça que tu jettes pas tes détritus sur le sol, c'est pour ça que tu fais gaffe aux gens, t'essayes de pas les bousculer, t'essayes de pas les ensuite, et ça crée un environnement où tous les gens se tirent vers le haut, en fait. Toutes les personnes essaient de tirer la situation du territoire sur lequel ils sont vers le haut. Quand j'étais en Asie et que je m'étais allumé une clope, bon, j'ai arrêté de fumer depuis, ça fait 7 mois bientôt, pigouine dans les commentaires, d'ailleurs, merci s'il vous plaît. Je venais de terminer ma clope, j'étais sur le point de la jeter au sol, et là je me suis dit, merde, ça fait 4 jours que j'ai pas vu un mégot par terre. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a même des endroits où fumer pour pas déranger les gens et leur faire vivre un tabagisme passif, par exemple. À d'autres moments, quand je mangeais des petits trucs à la con, et des onigiri ou quoi avec des emballages plastiques, ah, effectivement, ça m'a vraiment fait chier des fois de me retrouver avec dans mon sac un emballage que j'ai gardé 40 minutes parce que je trouvais aucun endroit où le jeter. Mais d'un autre côté, au quotidien, rester à vie dans un pays où il y a aucun déchet au sol, mais il y en a juste pas. Je peux chercher, je peux marcher pendant des heures, je peux rouler en voiture pendant des heures, il y en a pas. Eh ben, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et si en échange de ça, il faut que toi tu supportes de garder sur toi des trucs que tu dois jeter plus tard quand tu rentres ou quand tu trouves enfin une poubelle qui est disponible, ben franchement, ça vaut le coup. Mais la France, ça fait bien trop nombreuses années où c'est normal d'en avoir honte. Il faut avoir honte de son pays. Il suffit que tu affiches un drapeau français dans une vidéo YouTube, dans une photo Instagram, n'importe où, tu seras un gros facho de raciste. Pour avoir le drapeau français chez toi, pour avoir le drapeau français dans une vidéo. Je sais que demain, j'accroche un drapeau français devant chez moi, à ma propre entrée, et c'est sûr, je me fais péter mes vies. Et je trouve que c'est une catastrophe d'en être arrivé à cette situation. À quel moment faut avoir honte de son pays? À quel moment c'est raciste de faire un parallèle qui fonctionne d'après les chiffres, mathématiquement ça fonctionne, entre l'augmentation de l'immigration en France et l'augmentation de la délinquance en France. Les chiffres le disent. Je suis pas en train de te dire que les Arabes sont des délinquants, je suis en train de te dire que les migrants sont des délinquants de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Si tu veux creuser plus profondément dans la cause, tu te rends compte qu'effectivement, ce qui crée réellement la délinquance, c'est la pauvreté. Tu as raison. Parce qu'en vérité, ce qui crée la délinquance, c'est la pauvreté. C'est la vérité. Le type en Alors non, c'est pas tout à fait vrai. C'est là où j'apporte une nuance, Théo. C'est que certains types de délinquance, c'est-à-dire le fait de voler, le vol à l'étalage, la délinquance de nécessité, oui, c'est la pauvreté. Parce que bah oui, si tu as besoin de te nourrir, si tu as besoin de te vêtir, si tu as besoin de te loger, et que tu n'as pas les moyens, effectivement, le vol, l'expropriation, le squattage, etc. sont les modes d'action les plus directs pour parvenir pour subvenir à ses besoins primaires. Néanmoins, ce n'est pas la délinquance n'est pas seulement ça. Il existe aussi la délinquance en col blanc. D'accord, il y a les spécialistes des arnaques. Hein, je pense par exemple à l'arnaque à la taxe carbone. Ce sont des franco-israéliens et c'était pas des galériens qui étaient à la rue. Alors dans le cas, dans ce cadre-là, eux, c'était pas non plus des gens aisés, d'accord, mais ils étaient pas super pauvres. Encore, ils auraient pu tout à fait avoir un travail normal et ainsi de suite. Donc ça pour dire que la délinquance, c'est pas nécessairement le fait d'être pauvre, d'accord. Et je peux donner d'autres exemples aussi. Jérôme Cahuzac, c'était un extrême délinquant et lui, il est ni franco-israélien, ni d'origine je sais pas quoi. Il est français pure souche et en plus, il était ministre des Finances à l'époque où il a fait ça, d'accord. Et en plus, il a menti ouvertement à toute la France. Nicolas Sarkozy, voilà, je peux le dire maintenant, il a été condamné. Hein, alors que pendant des années, on disait oui, mais c'est des soupçons, il n'a pas été condamné. Mais là, il a été condamné, d'accord. Donc, vous allez voir Fabrice Arfi, d'accord, qui est d'origine juive. Hein, je précise parce que les gens qui pourraient se dire ah ouais, tu as dit les franco-israéliens, tu stigmatises les communautés. Non, Fabrice Arfi, il est d'origine juive, il travaille à Mediapart et il a fait une enquête exceptionnelle sur Sarkozy pendant de nombreuses années. Et c'est un travail exceptionnel, d'accord, qui montre bien que Sarkozy est un délinquant aussi. On peut dire la même chose de Patrick Balkany, d'accord, qui bizarrement avait prétexté que c'était trop compliqué pour lui à la prison, qu'il lui fallait un bracelet électronique et qui le jour de la fête de la musique était tranquillou en train de s'amuser. Hein. On va le voir, hein, parce que je ne dis pas ça en l'air. Hein. Ce que je viens de vous dire, on peut le vérifier. Hein. Patrick Balkany, condamné, mais qui danse dans la rue. Voilà, on peut le voir ici. Et c'était pas il y a 100 000 ans. Hein. C'était en 2020. Ça s'appelle faire le buzz. Alors que les Français se sont rassemblés en masse dans les rues de Levallois-Perret ce dimanche 21 pour célébrer la fête de la musique et l'arrivée de l'été, l'un d'eux n'est pas passé inaperçu. Pour ceux qui ne savent pas, Patrick Balkany, c'était le maire de Levallois. Accélérer un petit peu. Quelques semaines après la sortie de prison pour des raisons de santé, voilà, on va remettre ce petit encart en même temps. Quelques semaines après sa sortie de prison pour des raisons de santé, Patrick Balkany est entré dans la danse. Vêtu d'un polo rose, lunettes de soleil sur le nez, le maire de la ville est apparu complètement déchaîné. Il n'a pas hésité à se déhancher sous les yeux des passants avant de tomber dans les bras de l'un d'entre eux. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, une apparition plutôt surprenante pour celui qui a été condamné pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêt. D'accord, condamné, hein, donc c'est pas des allégations. D'accord, voilà. Et je vous remets Jérôme Cahuzac. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. Sous François Hollande, hein, pour ceux qui croient que Hollande, voilà. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jérôme Cahuzac. Voilà. Mediapart a prouvé le contraire. D'accord, et on le voyait sur. Voilà. Donc ça pour dire que la délinquance, non, c'est pas forcément l'immigration. La délinquance de pauvres, et c'est pas forcément l'immigration, mais c'est pas forcément la pauvreté. La délinquance des pauvres, oui, mais la délinquance, l'affaire de la taxe carbone, les arnaqueurs de la taxe carbone, les arnaqueurs de la taxe carbone.